on est très content d'avoir parmi nous Emmanuel Bouju qui va donc introduire magistralement cette journée selon les intermittences de sa connexion par ce qui devait être une conférence performance, ce qui va garder apparemment en partie une dimension performative, mais avec les limites imposées par ce repli sur la médiation numérique. Donc, Emmanuel, je te présente rapidement pour dire que tu es professeur à Paris 3 en littérature générale et comparée. Et on a vu déjà dès l'introduction du colloque mardi la fécondité de cette discipline dans les questions qui nous occupent, puisque vous avez un protocole de mise en comparaison des disciplines qui manque à beaucoup d'autres disciplines qui prônent l'interdisciplinarité comme une espèce de bannière sans toujours avoir le recul méthodologique dessus. Donc, je pense que vous l'avez et c'est une très bonne chose pour nous. Tu travailles également au Centre des littératures européennes contemporaines et je dirais même au-delà, puisque tes publications généralement ne se bornent pas aux limites de la seule Europe, même élargie. Tu es spécialiste de littérature, d'histoire et de politique, ce en quoi, à titre personnel, je me reconnais complètement et beaucoup d'entre nous aujourd'hui aussi. Et tu as écrit notamment, parmi d'autres choses, Réinventer la littérature, démocratie et modèle romanesque dans l'Europe post-franquiste, parmi d'autres publications. Mais également un ouvrage fort intéressant sur la transcription de l'histoire. Voilà, donc tu es à la charnière, à la jonction entre de nombreuses disciplines qui sont représentées parmi les gens qui nous accompagnent aujourd'hui. Une trentaine d'internautes frénétiques ont résisté aux délices du jeudi férié pour venir t'entendre. On te remercie. Merci à vous. Merci à vous. Alors, je vais partager mon écran Ouais. avec un PowerPoint. Parfait. Vous voyez, il n'est pas Ah oui. encore... Juste petite chose, je précise, on coupait tous vos micros pour qu'on n'ait pas d'effet de Larsen. Je vais le faire moi-même d'ailleurs dans un instant. On coupe nos micros pour pouvoir laisser toute la place à ton verbe. Merci beaucoup Martial, merci à tous les organisateurs, à tout le monde. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas vraiment une performance, mais qui sera quand même très bizarre comme conférence. Ça s'appelle Credit Crunch. Ceci n'est pas la conférence que j'avais prévu de donner au premier faux départ de cette décade Cerisy, art et argent. À l'époque, je n'envisageais pas du tout de donner une air lecture comme on donne un concert d'air guitare. Non, je prévoyais plutôt de commencer très sérieusement et en substance comme ça, avec toute l'action que devait permettre le colloque en salle fermée. Credit Crunch, l'étranglement du crédit, c'est le nom de cette menace qui plane aujourd'hui sur le devenir de toutes les démocraties politiques formelles. Elle est due à la crise de l'endettement tant personnel que souverain, ayant accompagné ou suivi l'effondrement mondial des prêts subprime, l'éclatement de la bulle des produits dérivés et le refinancement des banques systémiques. Le credit crunch est donc un nom possible pour la crise actuelle, peut-être aussi future, de l'Europe. Il ne décrit pas seulement un problème économique où la protection des biens communs serait systématiquement liquidée sous prétexte de remboursement des dettes. Il désigne aussi une crise de souveraineté et de représentation. Car la condition de débiteur accro que nous promettent nos sociétés de contrôle au temps du réalisme capitaliste, comme disait le regretté Mark Fisher, n'est pas qu'un phénomène économique, c'est un processus symbolique et politique qui touche à la crédibilité même de la démocratie, aux histoires qu'elle raconte, aux relations qu'elle noue ou qu'elle dénoue, à la possibilité d'y habiter et d'y vivre dignement, sans parler de la possibilité même de s'y réfugier, à l'âge du capitalisme de surveillance, comme dit Shoshana Zuboff. Au temps chaotique du Brexit et du rétablissement possible de frontières qu'on croyait oubliées, ce processus symbolique touche au fondement d'un accord entre citoyens de l'Europe, à la possibilité d'une confiance éthique réciproque, que le credit crunch, sous prétexte du service de la dette et de la notation des politiques économiques, attaque conjointement sur 3 plans: crédibilité de la parole politique, créance de l'économie sociale et contrat démocratique représentatif. L'Europe est désormais une demeure à crédit, un mortgage toxique, où la formule clé est devenue celle de la dette, IOU, l'ABC de l'intérêt.
Ça commençait donc comme ça, et de fil en aiguille, j'en arrivais à peut-être est-il temps que l'imagination s'en mêle et substitue son langage à l'alphabet de la dette, en opposant au bondage de la société d'assurance et de probabilité computationnelle une poétique de l'imprévisible et de l'insolvable, capable de déjouer le calcul des données, de récuser l'assujettissement volontaire auquel nous sommes entraînés et d'engager des formes résistantes d'action sensible et de solidarité contre les refus de négocier et la fausse monnaie de la post-vérité. J'étais en rage, en somme, mais j'étais aussi très enthousiaste. Ma conférence performance devant public acquis en milieu cerisien fermé, j'aurais peut-être même osé la conclure, le point quasi levé par pour toute solution systémique, l'insolvabilité. À l'époque de notre première décade cerisier avortée, j'avais touché une confortable avance sur un projet d'écriture que mon éditrice imaginait suffisamment hardcore, sick, pour excéder les limites habituelles de vente des essais d'universitaires impliqués, bon, mis à part Piketty, Boucheron, Latour ou Morisot s'entend, il ne faut pas exagérer. Mieux encore, je pouvais espérer m'extraire de la petite coterie des spécialistes de littérature, cette communauté parasitaire vivant confidentiellement au crochet des vrais écrivains et dont aucun nom générique ne vient jamais sanctionner l'existence. Ni historien, ni philosophe, ni économiste, ni sociologue. Que sont-ils? Lettrés, littérateurs. Ils ne sont même pas vraiment critiques ni essayistes, bien que beaucoup préfèrent ce terme au laborieux titre de professeur. Moi, je n'étais déjà plus comme eux, en somme. Bref, mon éditrice semblait y croire, monnaie sonnante et trébuchante, et m'entraîner dans sa croyance. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, j'étais ailleurs. C'est ainsi que je me suis retrouvé en dette. À dire vrai, en dette, je l'ai toujours plus ou moins été, mais longtemps, j'ai remboursé de bonne heure. Il faut dire que je suis un contemporain de la vie à crédit. Cette ritournelle que chantonnait autrefois Denis Podalides dans le film Jeanne et le garçon formidable. À mes 20 ans et quelques, on découvrait l'existence du sida, mais moi, j'avais déjà mon crédit conso, et même si ça se trouve à un prêt auto. J'avais la tempérance et le tempérament. Il faut dire que s'endetter, alors, c'était la chose à faire. La voie de l'avenir, c'était la voie du crédit. Mais comme dans ce film où la mélodie du bonheur de la vie à tempérament sonne faux, à contretemps et d'une voix artificiellement enthousiaste, la dette portait déjà une ambivalence de valeurs dont les temps contemporains résonnent de nouveau pleinement, tant pour les individus frappés progressivement ou brutalement par la crise de défaut des prêts personnels, que pour les États passés dans le même temps de l'éloge des dettes publiques, synonyme de progrès social, à la hantise financiarisée de la dette souveraine et de son poids trop lourd, quand bien même la dette ne ferait comme aujourd'hui que rouler. C'est dire que le débiteur accro de Mark Fisher ou l'homme endetté de Lazzarato, je le connais depuis longtemps. Mais là, c'était devenu bien pire. Il était devenu mon double, quelque chose comme mon homonyme presque. C'était comme si, en trahissant la confiance de mon éditrice, dans l'incapacité où je me suis trouvé d'écrire ce fichu livre et de rembourser son improbable avance, je m'étais surtout mis en dette à l'égard de moi-même. J'étais à la fois mon propre créancier et mon insolvable débiteur. Je me parlais à moi-même comme si j'étais mon propre ennemi. Bref, je ne savais plus trop où j'en étais. Mon livre à crédit, comme je l'appelais alors, avait déjà pour titre, tout comme cette improbable conférence performance dont j'essaie difficilement d'honorer la promesse, Credit Crunch. Il était très ambitieux. Il prenait la forme d'un abécédaire de la dette pour une anatomie alphabétique de l'Europe contemporaine. Ça commençait par algorithmique et ça se terminait par zombie. J'aimais bien l'entrée bonheur moyen, en raison d'un personnage neurasthénique du roman du portugais David Machado, indice de bonheur moyen, qui, après avoir calculé au moyen de très nombreux critères son propre indice de bonheur, bien inférieur à la moyenne portugaise,
concluait se trouver plus adapté à la vie en Bulgarie, au Burkina Faso, au Congo ou en Côte d'Ivoire, aux lignes 127 à 130 du tableau, et envisageait donc de déménager dans l'un de ces pays afin qu'en se retrouvant accordé à la moyenne nationale, il puisse se sentir plus heureux, excédant alors cette moyenne afin de rejoindre ensuite un pays mieux placé dans la hiérarchie, et ainsi de suite, jusqu'à se retrouver vraiment très heureux au Danemark ou en Finlande. La Finlande est la première du classement 2021 avec 7,842. On pourrait, à la pause virtuelle, faire l'évaluation par sondage express du bonheur moyen de notre assemblée. Ce serait instructif. Et puis, on recommencerait au cerisier de mai 2022 pour voir. Il y avait aussi forcément dans ma liste K comme capital, car comme je l'ai avancé ailleurs dans un essai sur l'épimodernisme, réécriture des leçons américaines de Calvino, Christine, dont la lecture n'exige pas d'argent parce qu'il est publié en Creative Commons, toute la littérature politique contemporaine dérive de ce K majuscule présent déjà chez Kafka, et qui est comme la lettre imprimée au fond du condamné, la catégoria des investis, selon la formule de Michel Feller. La subtilité qui a fait blêmir mon éditrice quand je la lui ai tardivement révélée et fait perdre l'espoir que mon livre soit jamais vraiment hardcore finalement, c'est qu'à chaque entrée de cet abécédaire correspondait au moins une œuvre d'imagination. J'avais donc aussi ma liste concordante qui variait sans cesse et que mon éditrice voyait quant à elle, je ne sais pourquoi, remplir d'avance la colonne des pertes. J'aimais surtout pour l'entrée confiance une citation apocryphe de Lévinas, dont je m'étais aperçu qu'elle avait été totalement inventée par Macron, lequel s'était plu à la répéter plusieurs fois pendant la campagne électorale présidentielle. La confiance, c'est le problème de l'autre. Utiliser une fausse citation philosophique pour définir la confiance au moment de vendre son projet, c'était bien nous dire que la confiance, c'est notre problème à nous autres, qui ne sommes rien. Mais pour le moment, je reviens à ce qui s'est passé quand je me suis mis en dette avec mon éditrice et moi-même. Car ce livre, désormais en plein contexte de pandémie ou en plein régime de pandémie, impossible de parvenir à l'écrire. Ce n'est pas que le sujet fut dépassé, car je crains que le credit crunch ne soit promis à un reditionnement considérable au lendemain de la crise Covid. La dette roule, certes, mais elle ne tardera pas dans le discours politique, si ce n'est déjà fait, à réapparaître sous son masque de méduse, ce masque brandi sans vergogne par qui confond à dessein endettement et investissement public pour mieux attaquer ce dernier. Non, c'est juste que je me sentais un peu confiné dans mon petit bourg breton médiéval dont je vous ai donné un aperçu tout à l'heure, comme si j'étais coincé dans l'exposition Après la fin du monde, que j'avais visité un an plus tôt au Centre de culture contemporaine de Barcelone, du temps où visiter une expo était encore possible. Voilà que j'étais occupé à survivre dans le monde d'après, confiné comme dans cette installation de superflu conçue pour cette exposition pour figurer la survie après la fin. Non, tout ce à quoi j'étais parvenu à écrire en matière d'abécédaire, c'était un calligramme obsessionnel opposant créditeurs et débiteurs dans le vocabulaire du paradigme fiduciaire. Un credit history inspiré en anglais de l'expérience par laquelle on m'avait retiré pendant ce temps aux États-Unis ma précieuse credit card de Bank of America pour l'avoir trop inemployée, pour l'avoir désœuvrée, elle aussi. Un calligramme qui irait, en somme, dans ce face-à-face entre débiteurs et créditeurs, de l'absolution à la vendetta, un peu à la manière dont Annie McClanahan, dans son grand livre sur la dette dans la culture américaine du XXIe siècle, évoque la logique des films d'horreur qui mettent en imaginaire le piège des prêts hypothécaires immobiliers et juge que l'impératif du remboursement des dettes produit non pas l'équilibre et le règlement de la justice, mais l'incessant excès de la rétribution, du remboursement à la vengeance, from paying back to payback. Tout cela m'a rappelé une impasse dans laquelle je m'étais déjà trouvé,
bien avant le mirage américain de mes séjours à Harvard et de ma carte de crédit. C'est le jour où j'ai dilapidé tout mon capital humain. Quelques semaines plus tôt, j'avais reçu un mystérieux coup de fil m'invitant à participer à une opération de la ville de Rennes, où j'enseignais à l'époque, dans le cadre d'un festival de promotion des ressources culturelles locales, une mise en valeur à très basse technologie des publications universitaires, étrangement intitulée « L'université a de la valeur ». J'étais convié, sans cacher évidemment, à un entretien avec un journaliste portant sur le volume que j'avais publié peu avant sur l'engagement littéraire. Comment aurais-je pu refuser, ayant indexé tout mon capital humain de l'époque sur ce genre de publication? Le jour venu, il pleuvait comme si c'était la fin du monde, ou un séjour à Cerisy, et de plus, j'avais attrapé un lumbago. Mais toujours taraudé par l'accumulation de mon capital humain, j'ai entrepris de me traîner jusqu'à une immense halle, actuellement centre de vaccination, dans laquelle avait été aménagé un prétendu coin café littéraire, parfaitement artificiel et sinistre, pourvu de quelques chaises égarées dans l'espace et situé pas loin d'un pseudo-studio aménagé pour M6 Rennes. Un journaliste d'Ouest France m'attendait. Il était spécialiste, pour ce journal, des questions d'engagement. C'est-à-dire, m'a-t-il expliqué en réponse à mon air incrédule, des questions militaires. Il avait lu de fait, militairement, le volume collectif, article après article, note après note, bien plus consciencieusement que je ne l'avais jamais fait, et tenait à ma disposition une batterie redoutable de questions très techniques. Le public était au rendez-vous, une demi-douzaine de professeurs de lettres à la retraite, reconnaissables comme tels au premier coup d'œil, silencieux et immobiles, comme préfigurant notre vie sur Zoom. Un fou, identifiable comme tel quant à lui à son écharpe rouge, qui l'enroulait et déroulait autour d'un casque intégral dont il manœuvrait la visière selon une loi qui me demeurait impénétrable malgré tous mes efforts pour la comprendre et en neutraliser les effets sur mon état nerveux. Et enfin, un homme d'âge moyen, à l'air sympathique et curieux, qui acquiesçait volontiers à mes propos et auquel je me suis donc vite entièrement remis, comme un professeur débutant le ferait auprès d'un élève illusoirement compréhensif. L'entretien se passe tant bien que mal, interrompu brutalement en son milieu par l'obligation de faire silence pendant les nouvelles de 18 heures de M6 Rennes, axiologie sociale oblige. Le fou proteste que tout ça, c'est bien beau, mais ça n'explique pas pourquoi lui, il n'arrive à rien lire, ce qui le conduit, toute visière refermée, à son despard exaspéré. Les profs retraités s'en vont, après avoir délivré timidement un petit signe de connivence et d'adieu, préfigurant les émoticônes de notre vie sur Zoom. Il ne reste que mon unique lecteur, celui sur lequel je m'étais entièrement reposé, et qui se dirige vers moi, sans doute pour me dire combien la question de l'engagement littéraire l'avait passionné. Éperdu de reconnaissance, je lui souris et attends qu'il parle. Et c'est ainsi qu'il me dit « Je m'appelle Emmanuel Boujou ». Mon lecteur n'était pas mon semblable ni mon frère, il était juste mon homonyme, venu simplement voir à quoi je ressemblais après que ses amis lui avaient dit « Tiens, tu as écrit un livre sur l'engagement littéraire, ça veut dire quoi ?» Bon, mais peut-être que j'étais lui, peut-être que j'étais l'autre finalement. Ça résoudrait mon problème de dette, si ça se trouve. Et donc, déclinant péniblement la gamme du fiduciaire entre absolution et vendetta, la seule phrase qui me venait à l'esprit finalement était, aux surprises, une citation. « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Je trouvais un certain réconfort à relire ce petit texte de 77 de Günther Anders, dont le titre résonne singulièrement aujourd'hui. Anders, qui s'appelle lui-même autrement, un pseudonyme pris pour de très bonnes raisons, en appelait à l'impératif de l'imagination pour faire face au supraliminaire, cette réalité devenue inaccessible à la seule perception. Évoquant le décalage entre ce que nous sommes capables de produire et ce que nous sommes capables d'imaginer, Anders avançait même que l'immoralité réside dans le manque d'imagination. Ce qu'avait Günther Anders à l'esprit alors, c'était la possibilité de l'apocalypse nucléaire et la certitude de l'obsolescence de l'homme. Aujourd'hui, nous savons que la catastrophe écologique est certaine. Nous risquons d'en être réduits à éprouver notre viabilité future dans les ruines du capitalisme global et l'écologie de son paysage, selon les mots d'Anna Tsing. Nous vivons peut-être même dans ce que Marina Garcès, dans Les Nouvelles Lumières radicales, appelle la condition posthume, mais nous ne parvenons toujours pas à imaginer sérieusement même l'effondrement du capitalisme.
Est-on réduit à croire précisément parce qu'on n'arrive plus à se représenter? Puisque j'étais désespéré et qu'on ne pouvait rien y faire, alors autant revenir autrement à Anders, autant s'interroger sur la crédibilité de ce qui semble encore impossible de se représenter, mais qu'il faut bien, grâce aux lettres de créance de la littérature, de l'art et de la pensée, essayer d'imaginer précisément parce que la perception nous en fait défaut. Il se trouve que je venais de lire La capitale de l'écrivain autrichien Robert Menas, un roman grinçant consacré au petit monde de la Commission européenne, une tragicomédie qui imagine dans la polyphonie désaccordée de son récit l'impossibilité de toute mutualisation des dettes économiques, politiques et éthiques en Europe. Or, comme le rappelle Menas, Bruxelles fait voir, rue de la Loi, une sculpture intitulée Le Rêve Europe, qui représente, dit-il, la silhouette en bronze d'un homme aveugle ou somnambule qui, depuis un piédestal, fait un pas dans le vide. Ça m'a frappé. Il était temps, me suis-je dit, de nous poser collectivement la question de savoir comment écrire, raconter, figurer ou défigurer cette histoire du contemporain et contribuer à empêcher l'Europe de faire, par l'accélération de l'accumulation capitaliste, du trading à haute fréquence et du contrôle social algorithmique, un pas supplémentaire dans le vide. En réalité, les possibilités m'apparaissaient nombreuses, qui en littérature du moins couvrent une ample gamme entre dépenses rhétoriques et liquidation textuelle. Depuis l'épopée en vers jusqu'aux aphorismes de la dette, depuis une comédie sérieuse en alexandrin d'un certain économiste, jusqu'aux contes paraboliques sur la facturation du bonheur vécu. On peut même essayer à minima de conjuguer la dette à l'encontre de sa grammaire d'arraisonnement, comme disait Derrida, comme le fait l'amusant très précis de conjugaison consacré à l'argent. Alors on ne voit pas très bien, mais comme ici avec le verbe moindre 2832 euros. Je moins 2832 euros, tu moins 2832 euros, nous moignons 2832 euros, etc. Ou encore avec le verbe commettre de surendettement, issu du subjonctif présent, il faut que nous commissions de surendettement. Bon, j'avais prévu, pour remonter rapidement notre indice de bonheur collectif, d'apporter à Cerisy un lot à distribuer de ces traits précis de conjugaison ordinaire sur l'argent. Et pourquoi pas de demander à Éditeur Gon de nous faire des interrogations surprises au petit déjeuner. Tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Dans beaucoup de livres de ma petite bibliothèque portative contemporaine, la pente sérieusement tragique, si facilement offerte à qui observe l'Europe contemporaine, se combat et s'inverse par l'ironisation de la crise et la carnavélisation de l'effondrement, comme dans Carnaval de Juan Francisco Ferré, Kraft de Jonas Lüscher, deux romans écrits en capital K, ou encore Gaeska d'Erik Nordahl, un roman étrange consacré à la première grande crise monétaire de l'Islande. C'est une pratique d'écriture résistante fondée sur une ironie de combat, le plus européen de tous les talents, disait Walter Benjamin dans Sens unique, en un temps qui n'est pas sans rappeler tout à fait le nôtre. Elle permet d'expérimenter contre la sophistique du règlement de la dette des états de langage capables de faire bégayer, comme disait Deleuze, la langue hégémonique. On peut alors espérer, au son ou à la couture des tambours apotropaïques de la littérature et de l'art, comme Marion Laval-Jantel a fait hier, conjurer le vocabulaire de la finance et peut-être même en désorceler les récits. On peut même aller jusqu'à confier le trafic des histoires de vie à un confidence man capable de faire s'écrouler n'importe quelle pyramide de Ponzi, comme dans le tout dernier roman, Carnival, de Nicole Caligaris. Et j'étais bien reparti, non? J'avais bien progressé dans ma comptabilité personnelle à double entrée. Et le projet de ma conférence performance en présentiel, comme on avait pris l'habitude de le dire, était décidément bien avancé quand Cerisy a été repoussé une deuxième fois et que David Graeber est mort. Il avait été mon idole. J'avais dévoré son immense livre sur les 5000 ans de dette, comme si ça racontait ma vie en même temps que la sienne et celle de tout le monde. À chaque occasion, même quand la conversation n'avait rien à voir avec ce sujet, je ressortais l'une de ces formules choc. Il faut dire que j'avais occupé naguère Wall Street en pensée avec lui,
Mais désormais, indigné et confiné, j'en étais réduit à rêver à nuit debout. Comment pouvait-il mourir? Comment pouvait-il nous abandonner? À sa place, la pandémie, la faillite sanitaire, l'étouffement sous masque de la culture, la fermeture des frontières, le joug sans fin. Sans compter la virtualisation de l'enseignement, au mieux bimodal. Et je ne parle pas de la recherche qu'on disait tout à coup gangrénée par le mal mystérieux d'un mot valise né dans l'esprit malade de sa tutelle. J'étais presque tenté d'aller me le faire tatouer, moi, ce mot de l'infamie. Mais je repensais de nouveau à la capitale et à l'un des personnages centraux, le professeur Erhard, un économiste allemand, qu'on dirait en France hétérodoxe, et qui désespère de l'aveuglement de la commission d'experts à laquelle il a été invité à participer et dont il a démissionné. Il se rend dans un tattoo store, Mystical Bodies, et réclame un tatouage en forme de cercle à 12 étoiles autour de l'hématome qu'il arbore au bras et dont il juge qu'il a la forme exacte du continent européen. Sorry man, je ne le fais pas, lui répond le tatoueur. Il y a des vaisseaux sanguins blessés, là, des capillaires éclatés. Je ne pique pas là-dedans. Je ne peux pas contrôler ça. Moi, à votre place, je n'y toucherai pas. Et de toute façon, ça aura disparu d'ici quelques semaines. Vous vous retrouveriez avec les étoiles, mais le fond aurait disparu. Bref, j'étais de nouveau déprimé. De plus, je constatais que se rapprochait dangereusement la menace d'un troisième rapport de Cerisi. J'ai donc compris qu'il me fallait continuer sans grébert ni tatouage pour me retrouver en accord avec moi-même, autrement que dans l'échec d'une opération à somme nulle. Ça ne ferait peut-être pas une conférence performance, ça ne solderait pas ma dette, mais avec un peu de chance, ça me changerait les idées et me permettrait de comprendre comment j'en étais arrivé là. Je me suis donc endetté d'une autre façon, en errant dans les dédales de nombreux textes et en leur empruntant idées, citations, vocabulaire, pour finalement vous proposer aujourd'hui, par le truchement de cette performance intéressée, tout un projet de collecte sérieuse et ludique à la fois, d'exemples littéraires et artistiques, un atelier de recherche à mener, non plus à Cerisy malheureusement, comme je l'escomptais initialement, mais d'une façon ou d'une autre, hors ces murs, dans les semaines ou les mois qui viennent, avec celles et ceux qui y seraient disposés. Dans un premier temps, nous pourrions chercher avec quels exemples explorer l'origine de ce fameux signe noir de la rationalité capitaliste qu'est la crise de l'Europe et qui, redoublée viralement par la crise sans fin du Covid, n'est pas une anomalie, mais bien plutôt l'exception qui confirme la règle. Une crise de consolidation, bien plus que d'effondrement. Car pour voir ainsi le signe noir, rien de tel que le contraste d'un lapin blanc, celui de l'imagination. Commençons donc par entretisser théorie et création au fil de deux variations. La première pourrait prétendre offrir cavalièrement une petite histoire globale du réalisme capitaliste en remontant à la racine du capitalocène, comme le font par exemple Éric Vuillard dans Conquistador et tout autrement Pierre Sange dans La réfutation majeure. En éclairant les liens noués entre cette origine fantasmée et la forme contemporaine du capital, comme dans Guerre et guerre de Laszlo Krasna-Horkai, on parcourrait histoire longue de la dette, mythe de l'abondance, imaginaire de la globalisation, providentialisme et morale de la comptabilité en partie double, faisant de l'économie surcodée le juge des actions et des vies. Une deuxième variation pourrait porter sur les défaillances zombies du meilleur des mondes possibles. Une oïkodicée, comme dit Joseph Fogel, qui n'en finit pas de finir, une crise sans crisis, où spectre du capital et accumulation vampirique résiliente coïncident avec la conscience glaçante, mais sans effet de la crise écologique et sanitaire. L'impératif politique de démocratisation de la zone euro reste en effet sans écho, et l'argument de l'annulation des dettes, pourtant soutenu historiquement par la théorie des dettes odieuses et peut-être renouvelé politiquement par la TMM, reste cantonné en Europe au discours académique et militant, tandis que la nouvelle valeur d'échange des EDL masque les politiques de domination sur les investis et de privatisation des communs. Il faudrait pouvoir soumettre cette oïkodicée défaillante à une série de crash tests littéraires et artistiques pour mieux déraisonner la dette et en desservir l'intérêt. En commençant par exemple par un récit filmique très drôle sur la visite de la Troïka au Portugal, tiré du film de Miguel Gomez, Les Mille et une nuits,
Intitulé Des hommes qui bandent, il moque l'hypermasculinisme des récits conventionnels de l'économie et de la finance. Ou en commençant par un texte spectaculaire, Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert, une composition documentaire et pamphlétaire sur le procès France Télécom, qui a entrepris de mettre en pièces, et ce depuis quelques motifs tirés de Rabelais, de Kafka ou de Melville, la langue managériale, l'outil d'ajustement du corps à la financiarisation du réel, et sa façon de récuser à mort, par l'inscription illisible de ses injonctions vaines, l'utilité sociale de ses victimes. Le deuxième temps pourrait porter, j'y reviens autrement, sur les historiques de crédit, en commençant par la tragédie de l'Europe, car l'histoire du credit crunch creuse les lignes de faille de la confiance éthique et remotive des chaînes tragiques archaïques sur la Carta Magna du territoire européen, en commençant par la Grèce, évidemment, avec par exemple la catabase des deux retraitées athéniennes confrontées au minotaure femelle de l'Europe dans l'ultime humiliation de Rhéa Galanaki, ou la fiction documentaire d'un attentat symbolique contre le Parthénon, dans la destruction du Parthénon de Christos Chrysopoulos. Cette tuquet de la crise traverse tout le continent jusqu'à ses marges, Turquie, Russie, Grande-Bretagne même désormais. Car ce Kasli Erdogan désigné par la formule « l'Europe est l'Europe », la tautologie des valeurs implicites d'une Europe des droits humains, est devenue bientôt Europe, plutôt Europe n'est plus en Europe comme Rome n'est plus dans Rome. L'appellation paléonymique, comme disait Derrida, incapable de nous rappeler encore ce que nous nous étions promis, achève de céder devant la faillite de l'hospitalité, la menace terroriste, la force des replis nationalistes, le retour du refoulé colonialiste et même désormais la guerre à bas bruit des vaccins. Je vous propose donc d'observer comment écrire, raconter, faire voir, déranger cette histoire du contemporain en forme d'historique de crédit. J'ai commencé pour ma part, outre quelques incursions dans le domaine grec et français, à prendre l'exemple italien comme exemple racine de l'Europe depuis les années 70 et comme illustration de cette survie mode d'emploi à laquelle les investis sont conduits. Quelle force contraire, quelle poussée d'Archimède de l'imagination, quel writing back opposé à la puissance politique de la corruption, à l'intrication de la mafia et de la haute finance. La compromission de l'écriture, l'ambivalence de l'engagement suivent deux lignes distinctes et complémentaires en Italie. D'un côté, donner les noms, entrer de plein pied dans le champ du combat public. De l'autre, emprunter les masques de la fiction pour mieux mettre au jour de façon oblique la participation collective au régime d'inégalité et de servitude. Mais quelle que soit cette dualité, dans les deux cas, il s'agit bien d'arrêter la contagion, celle de la comptabilité usuraire des dettes, celle des morgages de la vie infraordinaire, inscrit dans le programme secret du néofascisme et sa manipulation accélérée par l'effacement des limites entre légal et illégal de l'argent fantôme. D'autres récits le disent autrement, Virginie Despentes, Yannick Enel, Christos Economou, Lydia Georges, Thomas Mell, etc. Il faut couper court par l'imaginaire de la maison manquante à la ronde des emprunts sans retour, par la capacité d'habiter une demeure à crédit dans les ruines du capitalisme posthume. Il faut pouvoir de nouveau faire pièce, peser, négocier, prendre la main, modifier en somme les conditions d'accréditation. On pourra alors peut-être trouver des façons d'évaluer trois trafics d'influence, trois pressions exercées sur l'imaginaire et auxquelles il résiste. La pression de l'algorithmique, tout d'abord, qui, comme dit Sandra Lucbert, herse les corps en continu et assure la permanence du flow. Trading à haute fréquence et soulèvement des machines, perfectionnement de la société de contrôle par la prévision des comportements, sophistiqués en modèle computationnel de la valeur sociale, à l'âge du capitalisme de surveillance, économie de la scalabilité généralisée et idéal algorithmique de l'IA auquel sont préparés les cerveaux, eux-mêmes officiellement mécanisés, alors que, comme disait le vrai Lévinas, la conscience est une cabane ouverte à tous les vents. L'imaginaire de la littérature et de l'art offre, ou du moins cherche une réplique possible, comme on l'a vu déjà hier, un principe d'incertitude qui contrarie l'approche numérique du social, une politique de l'imprévisibilité qui fasse dérailler la statistique comportementale. D'où le second impératif, celui d'observer et d'écrire l'économie concrète du quotidien, ces histoires sans parole, comme disait Michel de Certeau, qui forment l'exercice résistant du quotidien ordinaire
On les reconnaît dans les gestes, les itinéraires, les trajectoires qui sont autant de variations contre la servitude volontaire. On pourrait solliciter plusieurs de ces figures proposées par la pensée, l'art et la littérature contre l'assignation des normes et le bondage social, non-motivation, comme dans les lettres de Julien Prévieux ou l'enfance politique de Noémie Lefebvre, ensauvagement et métamorphose, tiers paysage, plutôt que paradis fiscaux, dark ecology. On pourra même peut-être plaider, mais c'est au programme de la table ronde à venir, je crois, en faveur du bon usage des fausses monnaies, consistant à prendre au mot le dévoiement de la confiance par la ruse du faux, à la façon dont les narrateurs indignes de confiance trafiquent avec le crédit qui leur est par principe accordé, pour mieux faire fructifier l'intérêt du récit. Rendre sa pièce à la monnaie de singe des agences de notation, comme dans la série Ratings de Denis Briand, le regretté Denis Briand, mon collègue et ami, qui détournait par anagramme les plaques des agences de notation. Sand and Trapdoors pour Standard & Poor's ou Crafting Shit pour Fitch Ratings, ce que l'on pourrait traduire par « tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Travailler les leviers artistiques de négociation, les moyens de chantage, les possibilités d'obstruction à la valorisation de la valeur, voire au nouveau marché tokenisé des crypto-monnaies. Viendrait alors, dans ce nouveau projet Cerisy 3, le temps décisif d'une triple bataille, intitulée sur le modèle d'une chorégraphie de Hofechter, Grand Final. La première bataille, c'est celle des temporalités, pour des temps sans assurance. Puisque la dette est l'autre nom du temps, déraisonner la dette, c'est compter, décompter, recompter autrement le temps que par le service de l'intérêt et la logique d'une société du risque contrôlé. C'est dérégler le temps acheté que recouvre la défuturisation assurantielle. Il faut faire sortir le fantôme de la machine financière par l'éthos, l'imaginaire de l'incertitude. Incorporer les dettes mémorielles et traiter les conflits civils de la mémoire par le processus du recuento, du compte à rebours et par l'usage critique des anachronies ou des uchronies. Car il n'y a pas de présent, seulement des plateformes fantômes superposées, disait Timothy Morton, le ministre du futur lors de cette fameuse exposition sur la fin du monde à Barcelone qui m'avait tant frappé. C'est un tuilage des temporalités que l'imaginaire de la littérature et de l'art entraîne, prépare, habitue, contre le décompte linéaire, seconde par seconde, du capitalisme de plateforme, sinon même contre la négation complète du futur à laquelle aspire, selon Shoshana Zuboff, le capitalisme de surveillance. La deuxième bataille se joue dans l'arène des langages. Les risques politiques considérables de la nouvelle sophistique obligent à dénoncer, mettre au jour la manipulation élémentaire du langage comme instrument de domination, à reconquérir un usage critique des métaphores vives du monde social contre le technospeak, à inverser les rapports de force des grammaires d'un raisonnement en faisant de l'impouvoir de la littérature et de l'art une puissance propre de désignation, de représentation et de critique. Car la littérature et l'art parlent à l'écart, comme l'avançait Friede Jelinek dans une vraie conférence performance distancielle, celle de son discours du prix Nobel, à la fois hors et dans l'institution, pour mieux toucher au cœur du système, à la langue qui les étouffe, mais qui ne peut pas les faire taire. Ce qui prépare à la troisième et dernière bataille, celle de la désappropriation. Car l'empire des réseaux sociaux et du contrôle digital bâtit un nouveau palais de cristal global sous l'œil de tous les régimes d'inspiration autoritaires, qu'ils aient été démocratiquement élus ou non. Il nous faut tirer les leçons du post-scriptum de Zuboff au post-scriptum sur les sociétés de contrôle et réaffirmer le droit au secret contre le pouvoir instrumentarien, dit-elle, qui vise à organiser, aiguillonner, herd et ajuster, tune la société pour aboutir à une convergence sociale similaire où la pression du groupe et la certitude computationnelle se substituent à la politique et à la démocratie. Nombre d'expériences de pensée et d'imagination, parmi celles que nous trouverons ensemble, servent précisément à cela, soutenir la propriété de l'impropre en contestant l'assignation de genre, de classe et de race et en traversant les frontières, jouer des avatars numériques pour contrarier la cyberidentification, pratiquer, comme le rappelait Yann Thomas, la bifurcation, jusqu'à scander peut-être le point levé pour toute solution systémique, l'insolvabilité, ou pour un minima, nous permettre de survivre au webinaire qui spectralise Cerisy. Voilà, je ne sais pas si ce jeu collectif d'invention d'un imaginaire de la dette et d'une poétique de l'insolvabilité
à défaut de rembourser ma dette, est bien chose possible, vous me direz. Mais ce que je sais, c'est qu'en ces temps de credit crunch, en cette ère décade de cerisier number 3, nous avons bien besoin, outre de vaccins et de chocolat, d'une confiance provisionnelle qui relance collectivement par la puissance politique de l'imagination, l'écriture, la pensée et l'action. Je vous remercie.